maintenant, voilà la salle du trône. À Goslar! Ou si tu préfères, au château du Hart. Ou encore à Worms! C'est selon l'épisode que nous représentons. La salle se déplace avec nous. De Saxe en Lombardie. Et de Lombardie! Sur le Rhin. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il entre ou non? Mais non, il dort. Prenez vos aises. Mon Dieu, vous auriez pu le dire plus tôt. Hé là, pas de pipe ici, hein? Ah non, je vais fumer une cigarette. Non mais, pardon. Cette salle, ces costumes, de quel Henri IV s'agit-il? Je m'y retrouve plus du tout, moi. Non, d'Henri IV de France ou d'un autre? Henri IV de France. Ils s'imaginaient que c'était celui de France. C'est d'Henri IV d'Allemagne qu'il s'agit, mon cher. Dynastie des Saliens. Le grand empereur tragique. L'homme de Canossa. Nous menons ici jour après jour la plus impitoyable des guerres entre l'État et l'Église. Comprends-tu? L'Empire contre la papauté, as-tu compris? Les antipapes contre les papes. Les rois contre les anti-rois. Et guerre aux Saxons. Et guerre aux princes rebelles. Les guerres aux fils de l'empereur eux-mêmes. Ah, j'ai compris, non, j'ai compris. Voilà pourquoi je m'y retrouvais plus quand vous m'avez fait entrer dans cette salle et m'avez donné ce costume. Et je me disais aussi, ce ne sont pourtant pas des costumes du XVIe siècle. Mais qu'est-ce que tu nous chantes avec ton XVIe siècle? Nous sommes ici entre l'an 1000 et l'an 1100. Tu peux calculer toi-même, c'est aujourd'hui le 25 janvier 1071. Nous sommes devant Canossa. Mais alors, bon Dieu, je suis fichu, moi. Ah, si tu te croyais à la cour de France, oui. Ah bah, toute ma préparation historique. Nous sommes, mon cher, plus âgés de 400 ans. Tu nous fais l'effet d'un bambin. Ah, sapristi, elle aurait pu me dire qu'il s'agissait d'Henri IV d'Allemagne et non pas d'Henri IV de France. Moi, durant les 15 jours que j'ai eus pour ma préparation, j'ai peut-être lu 100 bouquins. Non mais pardon. Ne savais-tu pas que ce pauvre Bruno représentait ici Adalbert de Brême? Ah, Adalbert. Adalbert, mais qu'est-ce que tu me chantes avec ton Adalbert? J'ai rien du tout, moi. Eh bien, nous allons t'expliquer. Après la mort de Bruno, le petit marquis d'Inolli. Ah, précisément, c'est de la faute du marquis, c'était à lui de me prévenir. Mais il te croyait sans doute au courant. Eh bien, voici. Il ne voulait pas remplacer Bruno. Nous restions 3. Le marquis trouvait que cela était suffisant. Mais lui a commencé à crier. Adalbert a été chassé. Comprends-tu, ce pauvre Bruno, il ne le croyait pas mort. Il s'imaginait que les évêques de Cologne et de Mayence, les rivaux de l'évêque Adalbert, l'avaient chassé de sa cour. Je ne sais pas le premier mot de toute cette histoire. Eh bien, te la ferai. Le malheur, c'est que nous ne savons pas nous-mêmes qui tu es. Vous ne savez pas quel rôle je dois jouer? Le rôle de Berthold. Berthold. Et qui est-ce, Berthold? Pourquoi Berthold? Est-ce qu'on sait? Il s'est mis à crier. Ils m'ont chassé, Adalbert, alors qu'on m'amène Berthold, je le veux, Berthold. Nous nous sommes regardés tous les trois dans les yeux, mais qui diable était-ce, ce Berthold? Et voilà, mon cher, comment tu as été transformé en Berthold. Tu vas jouer ce rôle à ravir. Ah non. Oh non, merci mes petits amis, non. Moi je ne le jouerai pas, je m'en vais. Mais calme-toi. Tranquille histoire. Nous ne savons pas plus que toi qui nous sommes. Voici Ariald. Voilà Ordulphe. Et moi, je suis Landolphe. Ce sont des noms qu'il nous a donnés. Nous en avons pris l'habitude, mais qui sommes-nous? Ce sont des noms de l'époque. Berthold aussi doit être un nom de l'époque. Seul ce pauvre Bruno jouait un rôle vraiment historique. Celui de l'évêque Adalbert de Brême. Et on aurait dit pour de bon un évêque. Il était vraiment magnifique. Ce pauvre Bruno. Dame, il avait pu étudier son rôle dans les livres, lui. Il donnait des ordres à tout le monde, même à Sa Majesté. Il tranchait de tout, s'érigeait en mentor, en grand conseiller. Nous sommes aussi des conseillers secrets, mais c'est pour faire nombre. L'histoire dit qu'Henri IV était détesté de la haute aristocratie parce qu'il s'était entouré de jeunes gens de petite noblesse. Et la petite noblesse, c'est nous. Oui, nous sommes les petits vassaux du roi, dévoués à un peu dissolus, à bout en train surtout. Ah, parce qu'il faudra aussi que je sois à bout en train. Mais oui, comme nous. Et je te préviens, ça n'est pas facile. Mais quel dommage. Tu vois, le cadre est parfait. Nous pourrions, avec ces costumes, figurer dans un de ces drames historiques qui ont tant de succès aujourd'hui au théâtre. Et ce n'est pas la matière qui fait défaut. L'histoire d'Henri IV ne contient pas une tragédie. Elle en contient 10. Nous 4. Et ces 2 malheureux, là, quand ils se tiennent immobiles au pied du trône, raides comme des piquets, nous sommes comme des personnages qui n'ont pas rencontré d'auteur. Comme des acteurs à qui on ne donne pas de pièces à représenter, comment dire.
La forme existe. C'est le contenu qui fait défaut. Ah, nous sommes beaucoup moins favorisés que les véritables conseillers d'Henri IV. Eux, personne ne leur donnait de rôle à jouer. Ils ignoraient même qu'ils avaient un rôle à jouer. Ils le jouaient au naturel, sans le savoir. Pour eux, ce n'était pas un rôle, c'était la vie. Leur vie. Ils faisaient leurs affaires aux dépens d'autrui, vendaient les investitures, touchaient les pots de vin, toute la livre. Tandis que nous voilà habillés comme ils l'étaient, dans cet admirable cadre impérial, pour faire quoi? Rien. Nous sommes pareils à 6 marionnettes, accrochées au mur, qui attendent un montreur qui se saisira d'elles, les mettra en mouvement et leur fera prononcer quelques phrases. Ah non, non mon cher, non, pas du tout. Il nous faut répondre dans le ton. S'il te parle, et que tu ne sois pas capable de lui répondre comme il veut, chut, t'es fichu. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Précisément. Comment voulez-vous que je réponde dans le temps, moi qui me suis préparé pour un Henri IV de France et qui me trouve maintenant devant un Henri IV d'Allemagne? Et il faut te préparer sans retard. Mais ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Si tu savais tous les livres que nous avons à notre disposition, tu n'auras qu'à en feuilleter quelques-uns. Oui, pour prendre une teinture. Tiens, regarde. Voyons. Celle-là, qui est-ce? Qui c'est? Apparemment quelqu'un qui n'est guère dans le ton. Cette chose moderne au milieu de toutes ces Tu antiquailles. as parfaitement raison. Mais au début, elle n'y était pas. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour lui? Simple interprétation de ma part, tu sais, mais au fond, je la crois juste. Eh bien, pour lui, ce sont des images. Des images. Comme, voyons, comme un miroir peut les offrir. Comprends-tu? Celle-ci le représente lui-même, vivant, tel qu'il est, dans cette salle du trône qui se présente de son côté tel qu'elle le doit, conforme aux mœurs et au style de l'époque. De quoi t'étonnes-tu? Si on te plaçait toi-même devant un miroir, ne t'y verrais-tu pas vivant et présent, bien que vêtu d'étoffes anciennes? Eh bien là, c'est comme s'il y avait deux images vivantes d'un monde mort. Ce monde-là, en restant avec nous, tu le verras reprendre vie peu à peu, lui aussi. Prenez bien garde, je veux pas devenir fou dans cette maison, moi. Tu ne deviendras pas fou, tu t'amuseras. Alors, comment êtes-vous devenus aussi savants, tous les trois? Ah, mon cher, on ne me remonte pas de 800 ans en arrière dans l'histoire sans rapporter avec soi une petite expérience. Sois tranquille, tu verras comment en peu de temps tu seras habitué toi aussi à tout cela. Et comme nous, tu deviendras savant, à ton tour. Bon, alors aidez-moi sans tarder, hein. Donnez-moi tout de suite les renseignements essentiels. Fie-toi à nous, un peu l'un, un peu l'autre. Nous t'attacherons toutes les ficelles qu'il faudra, nous ferons de toi la plus parfaite des marionnettes, sois tranquille. Et maintenant, viens. Ah, pardon. Vous ne m'avez pas dit qui est cette femme. C'est la femme de l'empereur. Non. La femme de l'empereur, c'est Berthe de Suse. Berthe de Suse. Et l'empereur, qui se pique de rester aussi jeune que nous, ne peut pas la souffrir. Il songe à la répudier. Celle-ci est son ennemie la plus féroce. C'est la marquise Mathilde de Toscane. Mathilde de Toscane. Ah, je sais. Celle qui a donné l'hospitalité au pape. Précisément à Canossa. Au pape Grégoire VII. Grégoire VII, notre bête noire. Allons, viens. Qu'est-ce que c'est? Comment lui ici? Un homme du XXe siècle ici, L'émissaire de Grégoire VII, hors d'ici. Hors d'ici! Hors d'ici! Laissez-moi tranquille. Non, tu n'as pas le droit de pénétrer dans cette salle. Hors d'ici! Hors d'ici! C'est de la magie pure, tu sais. C'est un démon évoqué par le sorcier de Rome. Vite, tire ton épée! Nom du ciel! Cessez de faire les fous avec moi. Monsieur le marquis vient d'arriver. Il est en compagnie de... Ah, très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des dames? Des jeunes, des vieilles. Il y a deux messieurs. Non mais les dames, qui sont-elles? Madame la marquise et sa fille. Comment cela? Tu as dit la marquise? Parfaitement, madame la marquise, madame la marquise. Et les messieurs? Je ne connais pas. Ce sont tous des émissaires de Grégoire VII, nous allons rire. Allez, vous me laissez parler à la fin. Parle. Je crois qu'un de ces deux messieurs est un médecin. Encore un nouveau médecin! Bravo Berthold, tu nous portes chance. Ah, tu vas voir comme nous allons le recevoir, ce médecin. Oui, mais moi, pour m'en arriver, je vais me trouver dans un sacré embarras. Bon, écoutez-moi bien, ils veulent pénétrer dans cette salle. Comment? Elle, la marquise, ici? C'est une tragédie qui va sortir de là. Pourquoi?
Pourquoi ça? Mais parce que la marquise, c'est elle. Tu comprends rien. Sa fille est fiancée au petit marquis d'Inolli. Oui, mais que viennent-ils faire ici? Peut-on le savoir? S'il la voit, garde. Peut-être ne va-t-il pas la reconnaître. Mais s'il s'éveille, gardez-le, retenez-le dans son appartement. Facile à dire. Mais comment? Tu sais bien comment il est. Mais par la force s'il le faut. Ce sont les ordres qu'on m'a donnés, vous n'avez qu'à les exécuter. Ouais, allez maintenant, allez. Bon, allons, il est peut-être déjà réveillé. Ben, tu nous expliqueras tout à l'heure. Fermez la porte là-bas et cachez la clé. L'autre porte aussi. Allez-vous-en, vous aussi. Fermez la porte et cachez la clé. Monsieur le marquis peut être tranquille. Magnifique. C'est magnifique. Très intéressant. Jusque dans le cadre, le délire est systématisé à la perfection. Magnifique. Oui, oui. Magnifique. Ah, le voilà. Oui, oui. Oh, regardez, mon Dieu. Frida, regarde. Mais c'est ton portrait? Mais non. Regarde bien. Ce n'est pas moi. C'est toi qui es là. N'est-ce pas? Je vous l'avais dit. Je n'aurais jamais cru que ce fût à ce point. Mon Dieu. Quelle impression. Mais voyons, Frida. Tu ne te vois pas en moi dans ce portrait? À dire vrai? Tu ne trouves pas, mais comment est-ce possible? Puis regardez, Tito, et dites-le, vous. Non, moi je ne regarde pas. Pour moi, a priori, c'est non. Quel imbécile. Il croit me faire un compliment. Et vous, docteur, dites. Oui. Psst, non, je vous en prie, docteur, ne répondez pas. Mais pourquoi? Ne l'écoutez pas, approchez, il est insupportable. Il fait l'imbécile par vocation, vous le savez. Regardez vos pieds, docteur. Vos pieds. Mes pieds, pourquoi non? Vous avez des souliers ferrés. Moi? Parfaitement. Si vous n'y prenez garde, vous allez faire un malheur. Mais non. J'ai l'impression qu'après tout, il n'y a pas de quoi s'étonner qu'une fille ressemble à sa mère. Patatras, la gaffe est faite. Pourquoi, patatras? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'a dit le docteur? N'est-ce pas ainsi? Il dit qu'il n'y a pas de quoi s'étonner. Et vous voilà toute bouleversée. Pourquoi? Je vous le demande. Si la chose vous semble toute naturelle. Idiot. Précisément, ce serait naturel si c'était le portrait de ma fille. Mais ce portrait, c'est le mien. Et retrouver ma fille au lieu de me retrouver moi, voilà ce qui a provoqué ma stupeur. Et je vous prie de la croire sincère. Je vous défends de la mettre en doute. C'est toujours la même chose pour un rien, une discussion. Mais je n'ai rien mis en doute. J'ai simplement remarqué que dès le début, tu ne partageais pas la stupeur de ta mère. Si tu t'es étonné de quelque chose, c'est que la ressemblance entre toi et ce portrait parut si frappante à ta mère. Naturellement. Elle ne peut pas se reconnaître en moi telle que j'étais à son âge. Tandis que je peux, moi, dans ce portrait, me reconnaître en elle telle qu'elle est en ce moment. Très juste. Un portrait fixe pour toujours un instant. Trop lointain, il n'évoque rien pour mademoiselle, alors que tout ce qu'il peut rappeler à madame la marquise, gestes, attitudes, regards, sourires, mille choses enfin que nous ne voyons pas. Voilà, c'est exactement cela. Vous pouvez tout naturellement les retrouver vivants aujourd'hui dans votre fille. Mais lui, il faut qu'il me gâte toujours le moindre abandon à un sentiment spontané, par simple besoin de m'irriter. La ressemblance, mon cher baron, provient souvent d'une suite d'impondérables, et c'est ainsi qu'on peut expliquer Que quelqu'un pourrait trouver, mon cher docteur, une ressemblance entre vous et moi. Je vous en prie, parlons d'autre chose. Nous avons déjà perdu trop de temps en route. Naturellement, quand il est là. C'est pourquoi je ne voulais pas qu'il vînt. Oh, quelle ingratitude. Pendant le voyage, vous avez fait rire tout le monde à mes dépens. Je t'en prie, Tito. Le docteur est ici. Nous sommes là pour quelque chose de sérieux et qui me tient à cœur. Oui, c'est cela. Venons au fait. Essayons d'abord de bien préciser quelques points. Je vous en prie, madame. Comment votre portrait se trouve-t-il ici? Vous lui en aviez fait cadeau à l'époque? Non, à quel titre aurais-je pu lui en faire cadeau? J'avais l'âge de Frida, je n'étais même pas fiancée. Non, j'ai cédé ce portrait 3 ou 4 ans après l'accident sur les vives instances de sa mère. Et vous ne savez pas si c'est lui qui l'a réclamé?
Oui, docteur, et notre visite d'aujourd'hui est une dette sacrée envers ma mère, que j'ai perdue il y a 2 mois. Au lieu d'être ici, Frida et moi, nous devrions être en voyage de noces. Et occupé à d'autres soins, cela s'entend. Ma mère est morte, avec le ferme espoir que la guérison de son frère était prochaine. Et vous ne pourriez pas me dire, je vous demande pardon, sur quels symptômes elle se fondait? Peu de temps avant sa mort, il lui avait tenu, paraît-il, un étrange discours. Discours, parbleu, mais il serait extrêmement utile de le connaître. Ce qu'il lui a dit, je l'ignore, mais je sais que ma mère est revenue profondément angoissée de cette dernière visite. Il semble qu'il lui ait témoigné une tendresse inaccoutumée, comme s'il avait pressenti la fin prochaine de sa sœur. Sur son lit de mort, elle m'a fait promettre de ne jamais l'abandonner et de le faire examiner par d'autres médecins. Ah bon. Et maintenant, voyons. Quelquefois, vous savez, les causes les plus minimes. Alors, ce portrait. Oh mon Dieu, je ne crois pas, docteur, qu'il faille lui accorder une importance excessive. J'ai été impressionnée uniquement parce que je ne l'avais pas revu depuis de longues années. Je vous en prie, soyons patients. Oui, il est là depuis une quinzaine d'années. Davantage, plus de 18 ans. Excusez-moi, mais vous ne savez pas encore ce que je vais vous demander. Je compte beaucoup, mais beaucoup sur ces 2 portraits qui ont été exécutés, je l'imagine, avant cette fameuse et malheureuse cavalcade, n'est-ce pas? Mais parfaitement. À un moment, par conséquent, où il avait toute sa raison. Voilà. C'est à cela que je voulais en venir. Est-ce lui qui vous avait proposé de faire exécuter ce portrait? Mais non, docteur. La plupart de ceux qui préparent la cavalcade se firent faire leur portrait pour en conserver un souvenir. Je me suis fait peindre, moi aussi, en Charles d'Anjou. Dès que les costumes furent prêts. Voyez-vous, on se proposait de rassembler tous ces portraits en souvenir, comme dans un musée. Dans le salon de la villa où devait avoir lieu le bal masqué après la cavalcade. Mais ensuite, chacun préféra conserver son portrait. Et le mien, comme je l'ai déjà dit, je l'ai cédé plus tard, sans regret d'ailleurs, parce que sa mère... Mais vous ne savez pas si c'est lui qui l'a réclamé. Je l'ignore, peut-être. Ou bien c'est sa sœur qui, pour seconder affectueusement... Non, autre chose. L'idée de la cavalcade, venait-elle de lui? Non. Elle venait de moi. Je vous en prie. Ne l'écoutez pas, elle venait de ce pauvre Bélassi. Comment Bélassi? Le comte Bélassi, qui mourut le pauvre 2 ou 3 ans Mais plus tard. Bélassi n'y était pas. Pardon, docteur, est-il vraiment nécessaire d'établir qui eut l'idée première de la cavalcade? Oui, cela pourrait m'être utile. L'idée était de moi. Je vous en prie. Pourquoi me la disputer? Je n'ai pas tant à m'en glorifier, étant donné les suites qu'elle a eues. C'était, je me le rappelle très bien, docteur, au Cercle, un soir début novembre. Je feuilletais une revue illustrée allemande. Je regardais simplement les images, bien entendu, je ne sais pas l'allemand. Une de ces gravures représentait l'empereur Henri IV dans je ne sais quelle ville universitaire où il avait été étudiant. Bonne, sans doute? Bonne, oui, c'est possible, oui. L'empereur était à cheval, revêtu d'un de ces étranges costumes traditionnels des vieilles associations universitaires d'Allemagne. Un cortège d'étudiants nobles le suivait, à cheval aussi, et en costume. Cette gravure me donna l'idée de la cavalcade. Ah, il faut que vous sachiez, docteur, qu'au Cercle, nous songions à organiser une grande fête travestie pour le carnaval. Je proposais cette cavalcade historique. Historique, si l'on veut. Babélique, plutôt. Et chacun de nous devait choisir un personnage à représenter pris dans un siècle ou dans un autre. Un roi, un empereur ou un prince, avec sa dame à côté de lui, reine ou impératrice, à cheval. Les chevaux caparaçonnés, bien entendu, à la mode de l'époque. Ma proposition fut acceptée, docteur. Moi, c'est Bélassi qui m'avait invité. Eh bien, si Bélassi vous a dit que l'idée était de lui, il se l'est indûment appropriée. Il n'était même pas au Cercle, je vous le répète, marquise. Le soir où je fis ma proposition. Et lui n'y était pas davantage du reste. Et lui, alors, choisit le personnage d'Henri IV d'Allemagne. Oui, parce que moi, à cause de mon nom, Mathilde, et sans beaucoup réfléchir d'ailleurs, j'avais déclaré que je voulais être la marquise Mathilde de Toscane. Je ne vois pas bien le rapport. Eh oui, je ne le voyais pas non plus. Jusqu'à ce qu'il me répondit qu'il serait alors à mes pieds, comme Henri IV à Canossa. Je connaissais l'affaire de Canossa, mais je l'avoue, j'en ignorais les détails. Et j'éprouvais une curieuse impression, en relisant l'histoire pour préparer mon rôle, à me trouver l'ami fidèle et zélé du pape Grégoire VII en lutte féroce contre l'Empire germanique. C'est alors que je compris pourquoi, mon choix s'étant fixé sur Mathilde, son implacable ennemie, il avait voulu figurer à mes côtés sous les traits d'Henri IV. Ah, parce que peut-être... Docteur, vous avez deviné. Il lui faisait à cette époque une cour acharnée.
Et elle, naturellement? Naturellement, justement naturellement. Et alors, plus que jamais, naturellement. Elle ne pouvait pas le souffrir. C'est faux. Il ne m'était pas antipathique, au contraire. Mais pour moi, il a toujours suffi que quelqu'un veuille se faire prendre au sérieux. Pour vous donner aussitôt une preuve éclatante de sa stupidité. Non, mon cher. Du moins pas cette fois-là. Vous êtes stupide. Lui ne l'était pas. Du moins, je n'ai jamais essayé de me faire prendre au sérieux. Je le sais bien. Mais avec lui, il n'y avait pas à plaisanter. Vous comprenez, il arrive aux femmes, entre 1000 disgrâces, mon cher docteur, de rencontrer parfois un regard chargé de la promesse contenue, intense, d'un sentiment éternel. Rien de plus drôle. Si les hommes pouvaient se voir avec ce sentiment éternel dans le regard, je n'ai jamais pu m'empêcher d'en rire, et à cette époque-là plus que jamais. Mais, je dois l'avouer, je le peux aujourd'hui, après 20 ans et plus. Quand je me mis à rire de lui, ce fut aussi parce que j'en avais peur. Parce qu'on aurait pu croire à une promesse de ces yeux-là. Mais cela aurait été terriblement dangereux. Voilà, c'est cela que j'aimerais beaucoup savoir. Très dangereux. Pourquoi? Précisément parce qu'il n'était pas comme les autres. Étant donné que je suis, moi aussi, enfin je peux le dire, je suis un peu, et même plus qu'un peu, je suis, ah oui, tout à fait incapable de supporter, voilà, incapable de supporter tout ce qui est compassé et pesant. Mais j'étais si jeune, alors, vous comprenez, jeune fille, je rongeais mon frein. Mais pour répondre à cet amour-là, il m'aurait fallu un courage que je ne me sentais pas. Et alors, j'ai ri de lui, comme des autres. Oh, j'en avais du remords, j'enrageais contre moi plus tard, en me rendant compte que mon rire ne faisait qu'un avec celui de tout le monde, de tous les imbéciles qui se moquaient de lui. Oui, à peu près comme on se moque de moi. Oh, vous, mon cher, vous faites rire à cause de votre manie de toujours vous ravaler, tandis que lui, c'était le contraire. Il y a une belle différence. Et puis vous, on vous rit au nez. Mieux vaut qu'on vous rit au nez que dans le dos. Revenons au fait. Il était donc déjà un peu exalté, à ce que je crois avoir... Exalté, oui. Mais d'une façon si curieuse, docteur. Comment cela? Voilà, il était exalté, mais à froid. Mais non, pas à froid. Il était ainsi, docteur, un peu étrange, certes, mais parce qu'il débordait de vitalité. Un poète. Je ne prétends pas qu'il simulait l'exaltation, non. Tout au contraire, docteur, souvent il s'exaltait véritablement. Mais je puis vous assurer qu'immédiatement, il se voyait en proie à cette exaltation. Il en prenait conscience. Et il se mettait à contempler cette exaltation comme un spectacle. Et cela devait lui arriver jusque dans ses mouvements les plus spontanés. Je suis certain qu'il en souffrait. Il entrait parfois contre lui-même dans des rages du plus haut comique. Oui, c'est exact. Merci. Il en souffrait parce que ce dédoublement, cette lucidité immédiate l'exilait de ses sentiments les plus profonds, les lui rendait étrangers. Ces sentiments lui paraissaient aussitôt, non pas faux, puisqu'ils étaient sincères, mais des choses auxquelles il fallait donner sans retard une valeur. Comment dire? La valeur d'un acte intellectuel, pour remplacer la chaleur de sincérité qu'il sentait se retirer de lui. Alors il improvisait, il exagérait, il s'exaltait pour s'étourdir et ne plus se voir. C'est ce qu'il faisait paraître léger, inconstant et parfois même, disons le mot, ridicule. Et dites-moi un peu, était-il insociable? Pas le moins du monde, docteur. Il adorait mettre en scène des tableaux vivants, organiser des ballets, des représentations de bienfaisance. Il se qualifiait d'amateur en riant, mais il jouait remarquablement, vous savez. Et sa folie a fait de lui un acteur magnifique et terrible. Oui, dès le premier instant. Figurez-vous, docteur, qu'après son accident, après sa chute de cheval... Il est tombé sur la nuque, n'est-ce pas? Ah, quelle horreur! Il était à côté de moi. Je le vis étendu entre les pattes du cheval qui s'était cabré. Tout d'abord, nous n'imaginions pas qu'il se fût fait grand mal. La cavalcade s'arrêta, il y eut un peu de désordre. On voulait savoir ce qui était arrivé. Mais déjà, on l'avait relevé et transporté dans le salon de la ville. Il n'avait rien, vous savez, pas la moindre blessure, pas une goutte de sang. On le croyait simplement évanoui. Et quand 2 heures après... Oui, c'est à cela que je faisais allusion. Quand il reparut dans le salon de la villa, docteur,
Si vous aviez vu son visage, j'en fus tout de suite frappée. Non! Dites pas ça, enfin personne ne s'aperçut de rien. Docteur. Naturellement, vous étiez tous comme des fous. Imaginez, docteur, l'épouvante. Quand on se rendit compte que lui, par contre, prenait son rôle au sérieux. Comment? Parce que lui aussi, Oui, alors... il nous avait rejoints. Nous imaginions qu'il était déjà rétabli et qu'il jouait son rôle lui aussi, comme nous. Mieux que nous, puisque je vous l'ai dit, docteur, c'était un acteur de premier ordre. En somme, nous imaginions qu'il plaisantait, comme nous. On commença à se moquer de lui. Alors il tira son épée. Il se rua sur 2 ou 3 des invités. Ce fut un moment de terreur. Je n'oublierai jamais cette scène. Tous ces visages grimés, fardés, décomposés soudain devant ce masque terrible qui n'était plus un masque. Mais la C'était folie... Henri IV. Henri IV en personne dans une crise de fureur. Ce qui dut avoir une influence sur lui, je pense, c'est l'obsession de cette mascarade. Obsession qui, depuis plus d'1 mois, s'était emparée de lui. Il était toujours obsédé par ce qu'il faisait. Ah, vous n'imaginez pas les études qu'il avait faites pour préparer son personnage. Il était descendu jusqu'au plus infime détail. C'est facile à comprendre. Ce qui était une obsession momentanée devint une idée fixe. Dans sa chute, le choc contre la nuque a détraqué le cerveau. L'obsession s'est fixée, perpétuée. 2 cas peuvent se présenter. Rester idiot ou devenir fou. Vous voyez ça d'ici, mes enfants. Toi, tu avais 5 ans. Toi, ta mère dit que tu as pris sa place dans ce portrait, mais quand elle posait pour lui, elle ne pensait même pas à te mettre au monde. Moi, mes cheveux sont gris à présent. Mais lui, regardez, il n'a pas bougé. Un coup sur la nuque, pan, Henri IV. Mes chers amis, voici exactement le... Oh, Oh, pardon. Pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu, le voilà. C'est lui, c'est lui. Mais non, du calme. mais qui est-ce? C'est quelques survivants de notre mascarade. C'est un des 4 jeunes gens que nous avons ici pour servir sa folie. Je vous demande pardon, monsieur le Il marquis. n'y a pas de pardon, j'avais donné ordre de fermer les portes à clé. Personne ne devait entrer ici. Ah oui, mais moi, monsieur le marquis, je n'y tiens déjà plus. Je vous demande la permission de m'en aller. Ah, vous êtes le nouveau. Vous êtes entré en service ce matin. Oui, monsieur le marquis, je n'y tiens déjà plus. Il n'est donc pas aussi tranquille que vous nous le disiez. Ah non, 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 madame, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de mes 3 camarades. Vous parliez de servir sa folie, monsieur le marquis, il s'agit bien de cela. Ce sont eux 3 les véritables fous. Moi qui suis entré ici ce matin pour la première fois, au lieu de m'aider... Oh, pardon, monsieur le marquis, que Je me sauve, j'ai trop peur. Non, Frida, du calme. Monsieur le marquis, c'est cet imbécile. Ah non, mes petits amis, maintenant ça suffit, je m'en vais. Comment tu t'en Il a vas? tout gâté, monsieur le marquis, en se sauvant par ici. Oui, il est entré en fureur. Nous ne pouvons plus le retenir dans sa chambre. Il a donné ordre qu'on l'arrête et il veut le juger sans retard dans la salle du trône. Que faut-il que nous fassions? Fermez donc, allez fermer cette porte. Or, du feu tout seul ne pourra pas le retenir, monsieur le marquis. Monsieur le marquis, si on pouvait lui annoncer votre visite, pour détourner le cours de ses idées. Ces messieurs et dames ont peut-être déjà décidé sous quel costume il se présenterait à lui. Oui, tout a été prévu. Alors, docteur, voulez-vous le voir tout de suite? Pas moi, Carlo, je me retire. Et toi aussi, maman, viens avec moi, je t'en supplie, viens avec moi. Dites-moi, il n'est pas armé, au moins. Mais pourquoi voulez-vous qu'il soit armé, docteur? Mais enfin, voyons, Frida, c'est enfantin, c'est toi qui as voulu venir. Moi, je proteste, c'est maman. Eh bien, moi, je suis prête. Et que faut-il faire? Est-il vraiment nécessaire de nous déguiser? Ah, c'est indispensable. Indispensable, messieurs, il y voit clair, par malheur. Et s'il vous apercevait, monsieur, dans vos vêtements d'aujourd'hui... Il croirait un travestissement diabolique. Oui, nous lui ferions l'effet d'être déguisés, comme ils nous font eux l'effet de l'être. Mais ça ne serait rien, monsieur le marquis, s'il ne s'imaginait que c'est sur ordre de son plus mortel ennemi. Ah, le pape Grégoire VII. Précisément. Il le traite de païen. Le pape? Ah, ce n'est pas mal. Il dit qu'il évoquait les morts. Il l'accuse de toutes sortes de diableries, il en a une peur effroyable. Le délire de la persécution. Il aurait une crise. Tito, ta présence ici n'est pas nécessaire. Nous pouvons passer à côté. Il suffit que le docteur le voie. Comment, moi tout seul? Ils seront avec vous. Non, je voulais dire que si madame la marquise... Mais oui, je veux être là, moi aussi. Je veux être là, je veux le revoir. Et pourquoi, maman? Je t'en prie, viens avec moi. Laisse-moi. C'est pour cela que je suis venue. Je serai Adélaïde, la mère. Ah, ce sera parfait. La mère de l'impératrice Berthe, Berthe de Suse, parfait. Il suffira que madame se coiffe de la couronne ducale et revête un grand manteau qui la couvrira tout entière. Parfait. Va, Ariel, va, minute. Et monsieur? Nous avons dit, je crois, un évêque. L'évêque Hugues de Cluny. Monsieur veut parler de l'abbé de Cluny. Ce sera parfait. Hugues de Cluny. Oui, il est déjà venu ici très souvent. Comment venu ici? Non, je veux dire que ce déguisement n'étant pas compliqué, nous... Nous l'avons déjà employé plusieurs fois. Ah, mais il n'y a pas de danger qu'il s'en souvienne. Il fait beaucoup plus attention aux vêtements qu'à la personne. C'est excellent pour moi, en tout cas. Allons-nous-en, Frida. Tito, viens avec nous. Non. Si elle reste, je reste aussi.
Mais je n'ai pas besoin de vous. Mais je ne dis pas le contraire, mais moi aussi j'aurais plaisir à le revoir. Messieurs, n'en ai-je pas le droit? Oui, il vaut peut-être mieux que vous soyez 3. Alors, monsieur... Et alors, monsieur, trouvez-moi un autre de ces travestis bon marché. Mais oui, en moine de Cluny. En moine de Cluny, c'est comment? Un froc de bénédictin de l'abbaye de Cluny. Vous figurerez la suite de Monseigneur. Va, Ariald, va. Et toi aussi, va-t'en et qu'on ne te revoie pas d'aujourd'hui. Ah, attendez. Toi, apporte ici les vêtements qu'Ariald va te donner. Et toi, va tout de suite annoncer la visite de la duchesse Adélaïde et de Monseigneur Hugues de Cluny, c'est compris? Alors, nous vous laissons. Dites-moi, mon garçon. Mon garçon. Vous croyez vraiment qu'il aura plaisir à voir l'évêque Hugues de Cluny? Oh, mais certainement, soyez tranquille. Monseigneur a toujours été reçu ici avec le plus grand respect. Et vous aussi, Madame la Marquise, vous pouvez être tranquille. Il n'a jamais oublié que c'est grâce à vous deux qu'il a pu, à moitié mort de froid après 48 heures d'attente dans la neige, être admis au château de Canossa en présence de Grégoire VII qui ne voulait pas le recevoir. Il le dit bien souvent. Et moi, s'il vous plaît. Vous vous tiendrez respectueusement à l'écart. Vous feriez mieux de vous en aller. Voilà bien ému. Je suis comme je suis. Laissez-moi en paix. Ah, voici les costumes. C'est le manteau pour Madame la Marquise. Attendez. Mon Dieu, pas le moindre miroir ici. Ah, il y en a un à côté, si Madame la Marquise veut bien me suivre. Oui, oui, cela vaudra mieux. Je reviens tout de suite. Ah. Non, non. Devenir bénédictin, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Sa folie me semble assez coûteuse. Comme toutes les folies, vous savez. Ah. Il faut une fortune pour pouvoir s'en payer de pareil. Nous avons ici une garde-robe complète de costumes de l'époque, exécutés à la perfection sur des modèles anciens. C'est moi qui en ai la charge. Je m'adresse à des tailleurs de théâtre spécialisés. Ah, ça coûte gros. Mais nous ne regardons pas la dépense. Vous êtes magnifique, royal, vraiment. Mon Dieu, non, sortez d'ici, vous êtes impossible. On dirait une autruche habillée en moine. Bah, regardez le docteur. Ah, doucement, doucement. Mais non, le docteur est très bien. Mais vous êtes grotesque. Dites-moi, mon garçon, vous recevez donc beaucoup dans cette maison? C'est selon. Parfois, il demande qu'on lui présente tel ou tel personnage, et alors il faut trouver des gens qui veulent bien se prêter à la comédie. Parfois même, il réclame des femmes. Ah, des femmes aussi? Autrefois, oui, surtout, il en réclamait souvent. Elle est bien bonne. En costume, comme ça? Donc, vous savez, on lui amenait des femmes, enfin de ces femmes qui... Des femmes faciles. Oui, je comprends. Prenez garde, marquise. La chose peut devenir dangereuse pour vous. Sa Majesté l'Empereur! Madame, Monseigneur. C'est Pierre Damien. Non, Majesté, c'est un moine de Cluny qui accompagne l'abbé. C'est Pierre Damien. Inutile, mon père, de regarder la duchesse. Je vous jure, madame, que mon âme est changée envers votre fille. J'avoue que s'il n'était pas venu me l'interdire au nom du pape Alexandre, je l'aurais répudié. Oui, il y avait quelqu'un qui favorisait cette répudiation. C'était l'évêque de Mayence en échange de 120 domaines. Majesté. Mais il ne faut pas en ce moment que je dise du mal des évêques. Je vous suis reconnaissant aujourd'hui, Pierre Damien. Je vous suis reconnaissant de cette interdiction. Toute ma vie est un tissu d'humiliation. Ma mère, Adalbert, Tribure, Goslar, et maintenant,
Ce sillon de pénitent que vous me voyez là, sur le dos. N'importe, de la clarté dans les idées, de la perspicacité, une attitude ferme et de la patience quand la fortune est adverse. Je sais reconnaître les erreurs commises. Et devant vous, Pierre Damien, devant vous aussi, je m'humilie. À condition, toutefois, que vous n'ayez pas répandu le bruit infâme qu'Agnès, ma sainte mère, avait des rapports inavouables avec l'évêque Henri d'Augsbourg. Non, non, ce n'est pas moi. Non, non, n'est-ce pas? Quelle infamie. Je ne vous en crois pas capable. Ce sont eux. Toujours les mêmes, monseigneur. Et oui, les évêques ravisseurs. Ah oui, oui, toujours les mêmes. Rien ne leur a suffi. Un pauvre enfant, monseigneur, que fait-il? Il passe son temps à jouer, même quand, sans le savoir, il est devenu roi. J'avais 6 ans et ils me ravirent à ma mère. Et ils se servirent de moi, qui ne savais rien contre elle et contre la dynastie elle-même, et profanant tout, volant, plus gloutons l'un que l'autre. Ah non, plus qu'Étienne, Étienne plus qu'Annon. Majesté. Mais il ne faut pas que je dise en ce moment du mal des évêques. Mais cette infamie sur ma mère, monseigneur, passe les bornes. Et je ne puis même pas la pleurer. Je me tourne vers vous, qui devez avoir des entrailles de mère. Elle m'a rendu visite il y a 1 mois environ. Elle venait de son couvent. On m'a dit qu'elle était morte. Mais je ne puis même pas la pleurer, puisque vous vous trouvez ici et que je revais ce sillon. Cela veut dire que je n'ai que 26 ans. Et que par conséquent, votre mère est encore vivante, Majesté. Toujours dans son couvent. Oui, oui. Je puis donc remettre ma douleur à plus tard. Regardez, je suis encore blond. C'est pour vous. Moi, je n'en aurais pas besoin, mais les signes extérieurs ne sont pas inutiles. Ils jalonnent le temps. Vous comprenez, monseigneur. Mais je m'aperçois que vous aussi, duchesse. Vous êtes italienne. Dieu me préserve d'en témoigner émerveillement ou dégoût. Velléité, velléité. Nul ne veut reconnaître le pouvoir obscur et fatal qui limite notre volonté. Et pourtant, puisqu'on naît, puisqu'on meurt. Naître, monseigneur. Avez-vous demandé à naître? Moi, non. Et entre ces 2 hasards, naître et mourir, indépendants tous 2 de notre volonté, combien d'autres choses encore que nous n'aurions pas voulu et auxquelles nous nous livrons à contre-cœur? Et oui, malheureusement. Oui, voilà, malheureusement. Et quand nous refusons de nous résigner, les velléités apparaissent. Une femme qui veut être un homme, un vieillard qui veut être jeune. Nul mensonge, pourtant nulle fiction de notre part. Nous sommes de bonne foi, ancrés dans une noble idée de nous-mêmes. Vous, par exemple, monseigneur, vous êtes là. Vous vous agrippez à 2 mains à votre saint vêtement. Et vous ne prenez pas garde qu'il glisse de vos manches, qu'il coule de vos manches quelque chose. Comme un serpent. La vie, monseigneur. Mais quelle surprise, quand nous la voyons là se dresser devant nous, cette vie ainsi échappée de nous-mêmes. Quel dépit, quelle colère. Ou bien alors, quel remords, oui. Quel remords. Ah, si vous saviez combien de remords j'ai vu se dresser là, devant moi, avec un visage qui était le mien, mais si affreux que je ne pouvais pas le regarder en face. Cela ne vous est-il jamais arrivé, madame? Vous souvenez-vous avoir été toujours la même? Un jour pourtant. Dieu, comment avez-vous pu faire cela? Oui, oui, cela, précisément, et soyez tranquille, je n'en dirai rien à personne. Et vous, Pierre Damien, vous, l'ami de cet homme... Majesté! Non, non, je ne prononcerai pas son nom, je sais qu'il le supporte mal. Quelle opinion aviez-vous de lui? Mais tous, nous nous obstinons dans l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, tout comme en vieillissant, nous nous teignons les cheveux. Qu'importe si cette teinture n'est pas pour vous la vraie couleur de mes cheveux. Vous, madame, vous ne vous teignez certainement pas pour tromper les autres ni vous-même, mais pour tromper un peu, un tout petit peu, votre image au miroir. Moi, je le fais pour rire. Vous le faites pour de bon. Mais vous avez beau le faire sérieusement, vous n'en êtes pas moins masqué.
Vous aussi, madame. Oh, je ne parle pas de la vénérable couronne qui ceint votre front, je m'incline devant elle. Je ne parle pas de votre manteau ducal. Je parle uniquement du souvenir de vos cheveux blonds que vous avez voulu fixer sur vous artificiellement parce que vous vous complaisiez autrefois à être blonde, ou du souvenir de vos cheveux bruns si vous étiez brune. L'image de votre jeunesse qui a fui. Et pour vous, Pierre Damien, c'est le contraire. Le souvenir de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, renaît aujourd'hui avec la puissance des réalités passées. Et vous avez l'impression, qu'il paraît, d'un cauchemar. Et pour moi aussi, c'est comme un rêve. Que de réalité inexplicable à bien y repenser. Ah, il n'y a là rien d'étonnant, Pierre Damien. Demain, il en sera ainsi de cette vie d'aujourd'hui. Mais ce séyon. Demain, à Bressanone, 27 évêques allemands et lombards signeront avec moi la destitution du pape Grégoire VII, qui n'est pas le souverain pontife, mais qui n'est qu'un faux moine. Majesté, Au nom du ciel. Prenez garde à ce que vous dites. Monseigneur est ici avec la duchesse pour intercéder en votre faveur. Oui, nous sommes ici pour intercéder. Oh, pardon, madame. Pardon, monseigneur. Je sens, je vous le jure, tout le poids de l'anathème. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à me montrer humble devant celui-là. Mais pourquoi, Majesté, vous obstinez-vous à croire que c'est Pierre Damien? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas Pierre Damien? Mais non, ce n'est qu'un pauvre petit moine, Majesté. Aucun de nous ne peut mesurer la portée de ses actes quand il agit par instinct. Vous, madame, parce que vous êtes femme, peut-être pourrez-vous me comprendre mieux que les autres. Songez que Berthe, votre fille, envers qui, je vous le répète, mon âme est changée. Oui, changée, à cause de l'affection, du dévouement dont elle a su me donner des preuves dans ce terrible moment. Elle m'a accompagné à Canossa, madame. Elle a voulu me suivre comme une mendiante. Elle est demi-morte de froid après ces 2 nuits passées dehors sous la neige. Vous êtes sa mère, vos entrailles devraient tressaillir de pitié. Et vous devriez vous unir à lui pour implorer du souverain pontife notre pardon, qu'il nous reçoive. Mais oui, tout de suite. Nous allons le faire, nous allons le faire. Autre chose, il ne suffit pas qu'il me reçoive. Vous savez qu'il peut tout, je dis tout. Il peut même évoquer les morts. Vous me voyez, aucun secret de sorcellerie ne lui est inconnu. Eh bien, madame, monseigneur, ma vraie condamnation, la voici, là. Ne plus pouvoir me détacher de cet ensorcellement. Me voici pénitent et je le resterai. Je vous jure que tel je resterai tant qu'il ne m'aura pas reçu. Mais vous devriez tous deux, quand il aura levé mon excommunication, implorer autre chose du pape. Qu'il me détache de là. Qu'il me laisse vivre ma vie, toute ma pauvre vie dont j'ai été exclu. On ne peut pas toujours avoir 26 ans, madame. Et je vous le demande aussi pour votre fille, pour que je puisse l'aimer comme elle le mérite dans les bonnes dispositions où je me trouve, attendri comme je le suis par sa pitié. Voilà, c'est tout. Mon sort est entre vos mains, madame. Monseigneur. Raison, mon cher docteur. Mais telle est mon impression. Je ne la conteste pas, mais je crois que ce n'est après tout qu'une impression. Comment? Mais il a été jusqu'à le dire clairement. N'est-ce pas, Marquise? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, mais ce n'est pas du tout pour la raison que vous croyez. Il voulait parler des habits que nous endossions, du manteau de madame, de nos frocs de bénédictin. Tout cela est puéril
Puéril, que dites-vous, docteur? Dans un sens, oui. Permettez, laissez-moi parler, marquise. Mais d'autre part, beaucoup plus compliqué que vous ne pouvez l'imaginer. Pour moi, c'est très clair, au contraire. Il faut connaître cette psychologie spéciale des fous qui fait, prenez-y garde, qu'un fou peut, sans aucun doute possible, s'apercevoir d'un déguisement, se rendre parfaitement compte que c'est un déguisement, et toutefois, messieurs, y croire sans réserve. Exactement comme les enfants pour qui un déguisement est à la fois un jeu et une réalité. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était puéril. Mais d'autre part, ce qu'il y a d'extrêmement compliqué, c'est qu'il a conscience, qu'il doit avoir certainement conscience, d'être pour lui-même, devant lui-même, une image, l'image d'Henri IV. Il l'a dit. Parfaitement, une image devant laquelle se sont présentées d'autres images, les nôtres, comprenez-vous? Or, dans son délire aigu et extrêmement lucide, il a pu remarquer tout de suite une différence entre son image et les nôtres, à savoir qu'il y avait en nous, dans nos images, une simulation. Et il se méfiait, la méfiance des fous est toujours en éveil, mais tout cela ne va pas plus loin. Naturellement, notre jeu, ressemblant au sien, n'a pu lui sembler inspiré par la pitié, et son jeu nous a paru à nous d'autant plus tragique que, comme pour nous braver, comprenez-vous? Poussé par sa méfiance, il a précisément voulu le dénoncer comme un jeu, mais oui, parfaitement, en se présentant à nous avec un peu de teinture sur les cheveux et de maquillage sur les joues, en nous disant qu'il se teignait, qu'il se fardait exprès pour rire. Non, ce n'est pas cela, docteur. Ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Comment ce n'est pas cela? Je suis parfaitement sûre qu'il m'a reconnu. Ce n'est pas Mais qu'allez-vous chercher? Il m'a reconnu, vous dis-je. Quand il est venu me parler de tout près, il a plongé son regard dans le mien, jusqu'au fond de mes yeux, et il m'a reconnu. Mais il parlait de votre fille. Ce n'est pas vrai. De moi. Il parlait de moi. Peut-être quand il a parlé... De mes cheveux teints. Mais n'avez-vous pas remarqué qu'il a ajouté tout de suite? Ou bien le souvenir de vos cheveux bruns si vous étiez brune. Il s'est rappelé parfaitement qu'à cette époque-là, j'étais brune. Mais non, mais non. Mes cheveux, docteur, sont naturellement bruns, comme ceux de ma fille. Et voilà pourquoi il s'est mis à parler Il ne d'elle. la connaît pas, votre fille, il ne l'a jamais vue. Et précisément, vous ne comprenez rien. Ma fille, pour lui, c'est moi, mais moi, telle que j'étais à cette époque. Mais cela devient très contagieux, vous êtes atteinte. Imbécile. Permettez, avez-vous jamais été sa femme? Votre fille, dans son délire, est sa femme, Berthe de Suse. Mais parfaitement. Car je me suis présentée à lui non plus brune, comme il m'avait gardée dans son souvenir, mais blonde, en disant que j'étais Adélaïde, la mère. Ma fille, pour lui, n'existe pas, il ne l'a jamais vue, vous l'avez dit vous-même. Comment pourrait-il donc savoir si elle est blonde ou brune? Mais il a parlé d'une femme brune quelconque, mon Dieu, d'une femme en général, blonde ou brune. Et voilà qu'à votre habitude, vous vous mettez à imaginer je ne sais quoi. Docteur, elle dit que je n'aurais pas dû la suivre, mais c'est elle qui n'aurait pas dû venir ici. Non, non, il parlait de moi. Il a constamment parlé avec moi et de moi. Ça, par exemple, il ne m'a pas laissé souffler une minute. Et vous prétendez qu'il n'a parlé que de vous? C'était encore de vous qu'il parlait quand il s'adressait à Pierre Damien. Et pourquoi pas? Sauriez-vous me dire pourquoi, depuis le premier instant, il a senti de l'aversion pour vous? Rien que pour vous? Pardon, la raison pourrait aussi venir du fait qu'on lui avait annoncé seulement la visite de la duchesse Adélaïde et de l'abbé de Cluny. En voyant une tierce personne qu'on ne lui avait pas annoncée, sa méfiance... Voilà, c'est exactement ça, c'est sa méfiance qui lui a fait voir en moi un ennemi, Pierre Damien, mais elle s'est mis dans la tête qu'il l'a reconnu. Il n'y a pas de doute. Ses yeux me l'ont dit, docteur. Il y a des regards qui ne trompent pas. Ce ne fut peut-être que l'espace d'une seconde. Que voulez-vous que je vous dise? Un moment de lucidité n'est pas à exclure. Peut-être. Et alors, ces paroles m'ont paru pleines du regret de ma jeunesse et de la sienne. Lui qui, depuis cet horrible accident, vit enfermé sous ce masque qu'il n'a jamais pu quitter et dont il veut, oui, dont il veut se libérer. Pour pouvoir aimer votre fille. Ou vous-même, comme vous vous l'imaginez, attendri par votre pitié. Qui est grande, je vous prie de le croire. Cela se voit, marquise. Elle est si grande qu'un thaumaturge en attendrait sans nul doute un miracle. Voulez-vous me laisser parler maintenant? Je ne fais pas de miracle parce que je suis un médecin, moi, et non pas un thaumaturge. J'ai prêté la plus grande attention à tout ce qu'il a dit. Et je vous répète que cette certaine élasticité analogique, propre à tout délire systématisé, il est évident que chez lui, elle est déjà très... comment dire? Déjà très relâchée. En somme, les éléments de son délire ne forment plus un tout solide.
J'ai l'impression que désormais, il se maintient difficilement dans sa personnalité d'emprunt par suite de brusques appels qui l'arrachent, et ceci est très réconfortant, et qui l'arrachent non pas à un état d'apathie naissante, mais plutôt d'un état morbide d'accommodation pour le plonger dans un état de réflexion mélancolique, ce qui démontre une activité cérébrale vraiment considérable. Je le répète, c'est très réconfortant. Eh bien, si grâce aux moyens violents que nous projetons... Et comment cette voiture n'est pas encore de retour? Voilà plus de 3h30 déjà. Comment tu dis? Mais l'automobile, docteur, voilà plus de 3h30 qu'elle est partie. Ça fait même plus de 4 heures. Elle pourrait être ici depuis une demi-heure au moins, mais comme toujours. Ah, ils n'ont peut-être pas retrouvé la robe. Puisque je leur indique avec précision où elle était rangée. Mais Frida, où est Frida? Sans doute au jardin avec Carlo. On doit l'encourager à dominer sa peur. Oh, ne croyez pas ça, docteur, elle n'a pas peur, elle s'ennuie. Faites-moi le plaisir de ne pas la supplier. Je sais comme elle est. Attendons avec patience. D'ailleurs, il faut que la chose se passe de nuit. Tout se fera en un moment. Si nous parvenons à l'ébranler, à rompre d'un coup par ce choc violent, le fil déjà usé qui le retient encore à sa folie en le libérant comme il le demande lui-même. Il l'a dit. On ne peut pas toujours avoir 26 ans, madame. Oui, en le libérant de cet emprisonnement auquel il se sent condamné en somme. Si nous obtenons qu'il retrouve d'un coup la conscience de la durée... Il sera guéri, détaché de son image. Nous pouvons tout au moins espérer le remettre en marche. Comme une montre qui s'est arrêtée à une certaine heure. Nous serons là, nos montres à la main, et nous attendrons que sonne de nouveau l'heure fatale. Alors, une bonne secousse. Et espérons qu'il se remettra à marquer les heures de sa vie, après un aussi long arrêt. Ah, Carlo. Et Frida, où est-elle passée? Elle vient tout de suite. L'automobile est arrivée. Mais oui, Et la robe? la robe est là depuis longtemps. Bon, très bien. Et où? Où est-elle? Vous allez la voir. La voici. Son Altesse, la marquise Mathilde de Canossa. De Toscane, je vous prie. Canossa est un de mes châteaux. Mais regardez donc, ce n'est plus elle. Ce n'est plus elle, c'est moi. Mon Dieu. Arrête, Frida. Vous voyez? C'est tout à fait mon portrait, vivant. Parfait, parfait. Le portrait même. C'est vraiment le portrait, quelle allure. Ne me faites pas rire, j'éclate, vous savez. Quelle taille mince tu avais, maman. J'ai failli m'étouffer en m'agrafant. Attends, ne bouge plus. Voyons. Tu es vraiment si serré. J'étouffe, dépêchons, je vous en prie. Mais il faut d'abord attendre qu'il fasse nuit. Mais je n'y tiens déjà plus, je ne résisterai jamais jusqu'à ce soir. Mais pourquoi t'es-tu habillée si tôt? Quand j'ai vu cette robe, la tentation, irrésistible. Tu aurais pu m'appeler, au moins je t'aurais aidé. Oh, la robe est toute froissée, mon Dieu. Mais peu importe, marquise, l'illusion est parfaite. Vous permettez? Vous vous tiendrez comme ceci. Là, à une certaine distance, un peu plus en avant. Pour bien donner la conscience de la durée. 20 ans passés. Un vrai désastre, hein? Oh, n'exagérons rien. Non, non, ce que j'en disais, c'était pour le costume, c'était pour Docteur. voir... Entre ces deux robes, ce n'est pas 20 ans, c'est 800 ans qu'il y a, un abîme. Et vous voulez qu'il le saute d'un seul coup, de là à là, mais vous le ramasserez en petits morceaux. Messieurs, je parle sérieusement. Pour nous, il s'agit de 20 ans de deux robes et d'une mascarade. Mais si vraiment, comme vous le disiez, docteur, le temps s'est arrêté pour lui, s'il vit avec elle il y a 8 siècles, le vertige du bon que vous allez lui imposer sera tel que quand il retombera au milieu de nous, comment? Non, non. La vie, mon cher baron, se réadapte. Dans le cas présent, notre vie à nous reprendra sa réalité, pour lui comme pour nous, et lui rendra l'équilibre, lui arrachant son illusion, lui découvrant que ces 800 ans furent à peine 20. En somme, il en sera comme de certains trucs. Comme par exemple du saut dans le vide des initiations maçonniques. Cela semble un monde, et au bout du compte, on a descendu une marche d'escalier. Ah, quelle découverte. Regardez Frida et la marquise, docteur. Qui est le plus en avance? C'est nous, docteur. Nous, les vieux. Les jeunes se croient en avance sur nous, ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes en avance sur eux, puisque le temps
est plus à nous qu'à eux. Oui, si le passé ne nous éloignait pas. Mais pas du tout nous éloigner de quoi? Eux, ils ont encore à faire ce que nous avons déjà fait, docteur. Ils ont à vieillir, refaisant à peu près les mêmes sottises que nous. L'illusion, c'est de croire qu'on quitte la vie par une porte qui se trouve en avant. C'est faux. Si, dès notre naissance, nous commençons à mourir, celui qui a commencé le premier à vivre est le plus jeune de tous. Le plus jeune de tous les hommes, c'est le père Adam, docteur. Et la marquise, Mathilde de Toscane, est de 8 siècles plus jeune que nous tous. Oh, je t'en prie, Tito, cesse de plaisanter. Où as-tu vu que je plaisantais? Mais oui, depuis que nous sommes arrivés. Comment? J'ai été jusqu'à m'habiller en bénédictin. Ah, on fait de choses sérieuses. Puisque la chose est sérieuse pour les autres. Comme en ce moment, par exemple, pour Frida. Je vous jure, docteur, que je ne comprends pas encore ce que vous voulez faire. Mais vous le verrez bien, laissez-moi faire. Quand vous verrez la marquise habillée à son tour... Ah, elle doit aussi se déguiser. Mais parfaitement. Elle doit mettre une robe pareille à celle-ci qui se trouve dans la garde-robe du château pour les jours où il souhaite la présence de la marquise de Canossa. De Toscane. Mais c'est la même chose. Ah, je comprends, il va se trouver en présence de 2 Mathilde. Précisément, de 2. Et alors? Veuillez m'expliquer, docteur. Volontiers. Vous voulez donc? Quoi? Vous lui portez vraiment tant d'intérêt? Au point de vous prêter à cette comédie? C'est beaucoup pour une femme? Pour une femme quelconque. Oh non, ma chère, pour toutes. C'est d'une abnégation. Je la lui dois bien. Vous mentez. Vous savez que rien ne peut vous avilir. Et alors? Pourquoi parler d'abnégation? Vous ne ferez rien qui puisse vous avilir aux yeux des autres, mais vous en faites assez pour m'offenser, moi. Mais qui pense à vous en ce moment? Bien, voici comment nous allons procéder. Vous, Berthold, allez m'appeler un de vos 3 camarades. Tout de suite. Je le fais appeler Marquise pour préparer votre départ. Toi, Tito, tu peux t'en dispenser. Oui, je m'en dispense. Je m'en dispense très volontiers. Vaut mieux ne pas éveiller encore sa défiance, comprends-tu? Oui, je suis une quantité négligeable. Il est absolument nécessaire qu'il croie que nous avons quitté ces lieux. Je vous demande pardon. Ah, approchez. C'est bien vous, Lolo, n'est-ce pas? Lolo ou Landolph, au choix. Bien, écoutez. Le docteur et Madame la Marquise vont prendre congé tout de suite. Non, rien de plus facile. Il suffira de dire qu'ils ont obtenu sa grâce et que le pape consent à la recevoir. Il est là-bas dans sa chambre en train de gémir. Il se repent de tout ce qu'il a dit et il est désespéré à l'idée qu'il n'obtiendra pas sa grâce. Si vous voulez bien me suivre et prendre la peine de remettre les costumes que vous portiez tout à l'heure. On y va. Je me permets de vous suggérer une chose, c'est d'ajouter que la marquise de Toscane a, comme vous, réclamé sa grâce au souverain pontife. Ah, vous voyez bien qu'il m'a reconnu. Je vous demande pardon, ce n'est pas pour cela. C'est qu'il redoute terriblement la version de la marquise qui a recueilli le pape dans son château. C'est une chose étrange. Dans l'histoire, que je sache, mais ces messieurs et dames le savent certainement mieux que moi, il n'est pas dit du tout, n'est-ce pas, qu'Henri IV aima secrètement la marquise de Toscane. Non, pas du tout. Ce n'est pas dit, c'est même tout le contraire. C'est bien ce qui me semblait. Mais lui dit qu'il l'a aimée. Il ne cesse de le répéter. Et il redoute aujourd'hui que la colère de la marquise, à cause de cet amour secret, n'agisse contre lui sur l'esprit du souverain pontife. Et il faut lui prouver que cette aversion n'existe plus. C'est cela, parfaitement. Parfaitement, oui. L'histoire dit précisément, vous l'ignorez sans doute, que le pape consentit à le recevoir sur les prières instantes de la marquise Mathilde et de l'abbé de Cluny. Et je vous dirais même, mon cher Belcrédit, qu'au moment de la cavalcade, je pensais me servir de ce fait pour lui prouver que je n'étais pas son ennemi autant qu'il se l'imaginait. Mais alors c'est parfait, ma chère marquise. Vous n'avez qu'à vous conformer à l'histoire. Madame pourrait très bien éviter un double déguisement et se présenter tout de suite avec Monseigneur, vêtu en marquise de Toscane. Non, pas cela, je vous en prie. Cela détruirait tout mon plan. L'impression que doit donner la provocation doit être brusque, foudroyant. Non, marquise, venez avec moi. Vous vous présenterez encore à lui en duchesse Adélaïde, mère de l'impératrice, et nous prendrons congé. Il est absolument nécessaire qu'il croie que nous avons quitté ces lieux. Allons, ne perdons pas de temps. Nous avons encore 1000 choses à préparer. Voilà. Je commence à avoir peur. Encore, Frida. Il aurait mieux valu que je le voie tout à l'heure. Je t'assure qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Il n'est pas fou furieux, c'est sûr. Mais non, c'est le fou le plus tranquille qui soit. Un fou mélancolique. Tu n'as donc pas senti qu'il t'aimait? Merci beaucoup. C'est précisément ce qui m'effraie.
Il ne cherchera pas à te faire de mal. Ce sera l'affaire d'un instant. Oui, mais me trouver dans l'obscurité, seule, avec lui. Il ne s'agit que d'une minute. Je serai à tes côtés, et les autres seront tous aux aguets, prêts à intervenir. Dès qu'il verra ta mère devant lui, ton rôle sera terminé, comprends-tu? Voulez-vous savoir quelle est ma crainte? C'est qu'on te donne un coup d'épée dans l'eau. On ne recommence pas, le remède me paraît efficace. Oh, moi aussi, moi aussi. Je le sens rien qu'à la façon dont je frémis déjà moi-même. Mais les fous, mes enfants, malheureusement, ils l'ignorent. Possèdent un bonheur dont nous ne tenons pas compte. Mais quel bonheur, que vas-tu chercher encore? Ils ne raisonnent pas. Mais le raisonnement n'a rien à voir là-dedans. Comment? N'est-ce pas un raisonnement qu'il devrait faire en la voyant, elle? Et en voyant sa mère, ce raisonnement, nous l'avons nous-mêmes construit d'avance. Mais pas du tout, il ne s'agit pas ici de raisonnement. Nous lui présentons, comme le dit le docteur, une double image de la fiction dans laquelle il s'est enfermé. Ah, écoute, j'ai jamais compris pourquoi ces gens-là font leur doctorat en médecine. Qui donc? Les aliénistes. Que veux-tu donc qu'ils fassent? Qu'ils sont aliénistes. Eh bien, qu'ils fassent leur droit. Chez eux, tout est pur bavardage. Et plus ils bavardent, et plus ils sont pris au sérieux. L'élasticité analogique. Et la conscience de la durée. La première chose qu'ils disent, c'est qu'ils ne font pas de miracles, alors que ce sont précisément des miracles qu'il faudrait. Ils ne font pas de miracles et ils retombent toujours sur leurs pattes. C'est admirable. Et voilà. Et voilà, ils viennent par ici. Vraiment? Oui, oui, il a l'air de vouloir les reconduire. Les voici. Retirons-nous vite. Vous, restez ici. Oh, il faut que je reste par ici. Je vous demande donc comment je pourrais être fourbe si je suis entêté. Mais non, que dites-vous? Pas entêté du tout. Selon vous, je serais donc vraiment fourbe? Non, non, ni fourbe, ni entêté. Monseigneur, si l'entêtement n'est pas un vice qui puisse aller de pair avec la fourberie, du moins j'espérais qu'en me refusant l'entêtement, vous voudriez bien m'accorder au moins un peu de fourberie. Elle m'est très nécessaire, je vous assure. Mais si vous voulez la garder tout entière pour vous... Comment me prenez-vous donc pour un fou? Oh non, monseigneur, que dites-vous là? Vous permettez que je dise avant de prendre congé un mot en particulier à madame la duchesse. Votre fille vous est-elle vraiment chère? Mais oui, certainement. Et vous voulez que je compense de tout mon amour, de tout mon dévouement, les graves torts que j'ai envers elle? Du moins, ne croyez pas aux débauches dont m'accusent mes ennemis. Mais non, je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru. Alors vous voulez bien? Quoi donc? Que je recommence à aimer votre fille. Eh bien, cessez d'être l'ami. Ne soyez plus l'ami de la marquise de Toscane. Je vous assure pourtant qu'elle a prié, qu'elle a supplié autant que nous pour obtenir votre grâce. Ne me dites pas cela, madame, ne me dites pas cela. Ne voyez-vous pas l'effet que cela me produit? Vous l'aimez encore? Encore? Vous dites encore? Comment le savez-vous? Personne ne le sait. Personne ne doit le savoir. Mais elle le sait peut-être si elle a tant imploré en votre faveur. Et vous aimez votre fille? Ah, monseigneur, je n'ai su que j'étais marié que longtemps après. Tard, bien tard. Et aujourd'hui même, alors que je le suis toujours, sans aucun doute. Je puis vous assurer que je n'y pense presque jamais. C'est un péché. Mais je n'ai pas le sentiment de l'existence de ma femme. Je ne la sens pas dans mon cœur. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que sa mère non plus ne la sent pas dans son cœur. Avouez-le, madame, vous vous souciez bien peu d'elle. Elle me parle de l'autre. De Mathilde. Mathilde. Avec une insistance que je ne parviens pas à m'expliquer. C'est peut-être pour vous enlever, Majesté, une opinion fausse que vous avez pu concevoir sur la marquise de Toscane. Je veux dire, bien entendu, en ce qui concerne la minute présente. Parce que toi aussi, tu soutiens qu'elle a été mon amie? Et oui, Majesté, en ce moment, elle est votre amie. C'est exact. Ah, mais j'ai compris. Cela veut dire que vous ne croyez pas que je l'aime. J'ai compris. Personne ne l'a jamais cru, personne ne l'a jamais soupçonné. Cela vaut mieux ainsi, cela suffit. Et assez. Vous avez vu, monseigneur, les conditions qu'a mises le pape pour lever mon excommunication n'ont rien, absolument rien à voir avec les raisons pour lesquelles il m'avait excommunié. Dites au pape Grégoire que nous nous retrouverons à Bressanone. Et vous, madame, si vous avez la chance de rencontrer votre fille dans la cour du château de votre amie, la marquise, que vous dirais-je, faites-la monter. Nous verrons s'il nous sera possible de la garder comme épouse.
et comme impératrice. Jusqu'ici, combien se sont présentés à nous en nous assurant qu'elles étaient bien Berthe de Suse, mon épouse, que j'ai quelquefois désirée. Oh, il n'y avait pas de mal à cela. C'était mon épouse légitime. Mais je ne sais pas pourquoi, en m'assurant qu'elles étaient bien Berthe, qu'elles étaient bien de Suse, elles éclataient de rire. Vous comprenez, madame, au lit, moi, sans vêtements. Elles, mon Dieu, oui, elles aussi, sans ces vêtements. L'homme et la femme, c'est naturel. On ne pense pas à ce qu'on est quand on est nu. On suspend son habit et il reste là, comme un fantôme. Pour moi, monseigneur, les fantômes ne sont rien d'autre que de petites combinaisons manquées de l'esprit, des images que nous n'avons pas réussi à contenir dans le royaume du sommeil et qui nous apparaissent à l'état de veille, en plein jour, pour nous faire peur. Ah, si vous saviez ma peur la nuit, quand je vois apparaître toutes ces images qui rient, qui tombent de cheval. Parfois, le sang qui bat dans mes artères me terrifie, comme dans le silence de la nuit, un bruit assourdi de pas dans des chambres lointaines. Mais je vous ai trop retenu. Je vous salue, madame, monseigneur, mes respects. Ah, les bouffons! Les bouffons! Les bouffons! C'était un clavier de couleur. Je n'avais qu'à les fleurir et elles devenaient blanches, rouges, jaunes, vertes. Et cet autre, Pierre Damien, parfait, je l'ai démasqué. Il n'a pas osé reparaître devant moi. Mais regardez donc cet imbécile qui me fixe la bouche ouverte. Tu ne comprends pas. Tu ne vois donc pas comment je les traite, comment je les désarticule, comment je les oblige à apparaître devant moi, ces pantins de mi-mort d'épouvante. Et ce qui les terrifie, c'est uniquement ceci, que je leur arrache leur masque et surprenne leur déguisement, comme si ce n'était pas moi qui les avais contraints à se déguiser, pour le plaisir que j'ai de faire le fou. Comment? Ah, voilà, j'en suis excédé, finissons-en. Quelle insolence. Se montrer aujourd'hui devant moi, avec son amant auprès d'elle. Et il se donnait des airs de pitié pour ne pas exaspérer un pauvre homme déjà hors du monde, hors du temps, hors de la vie. Sinon, croyez-vous que cet homme-là aurait accepté une pareille tyrannie? Car ils prétendent, eux, tous les jours, à toutes les minutes, que les autres soient comme ils le désirent. Mais ce n'est pas de la tyrannie, cela. Non, c'est leur façon de penser, de voir, de sentir. Chacun a la sienne. Vous aussi, vous avez la vôtre, hein? Mais quelle est-elle? Celle des bêtes de troupeau, misérables, changeantes, incertaines. Et eux, ils en profitent. Ils vous font subir et accepter leur façon de voir, et vous voyez et sentez comme eux. Ou plutôt, ils en ont l'illusion. Car enfin, que parviennent-ils à imposer? Des mots. Des mots. Des mots que chacun comprend et répète à sa façon. Et c'est ainsi pourtant que se forme ce que l'on appelle l'opinion courante. Un malheur à celui qui un beau jour se trouve marqué d'un de ces mots que chacun répète. Le mot fou, par exemple. Ou bien, que sais-je, moi, le mot imbécile. Mais dites-moi, peut-on rester calme à l'idée que quelqu'un s'acharne à persuader aux autres que vous êtes tel qu'il vous voit, lui, à vous marquer dans l'estime des autres, selon le jugement qu'il a porté sur vous? Un fou. Un fou. Je ne parle pas d'aujourd'hui où je fais semblant de l'être. Je parle
d'avant ma chute de cheval, avant ce choc sur ma tête. Vous vous regardez dans les yeux. Quelle révélation, hein? Le suis-je ou ne le suis-je pas? Eh oui. Oui, je suis fou. Mais alors, par Dieu, à genoux! Tous à genoux devant moi et touchez 3 fois la terre du front, comme ceci, là! Devant les fous, tout le monde devrait être à genoux. Relevez-vous, bête de troupeau. Vous m'avez obéi et vous pouviez me passer la camisole de force. Écraser quelqu'un sous le poids d'un mot, cela n'est rien. C'est écraser une mouche. Toute la vie est écrasée sous le poids des mots. Le poids des morts. Regardez-moi. Pouvez-vous croire sérieusement qu'Henri IV vit encore? Et pourtant je parle et vous commande à vous qui êtes vivants. C'est moi qui vous veux ainsi. Cela vous semble une plaisanterie, n'est-il pas vrai que les morts continuent à dominer la vie? Ici, oui, c'est une plaisanterie, mais sortez. Allez dans le monde des vivants. Le jour paraît, le temps s'étale devant vous. C'est l'aube. Ce jour qui naît, pensez-vous, nous allons le créer nous-mêmes? Ah oui, vous-même. Et toutes les traditions, et toutes les habitudes. Vous vous mettez à parler, c'est pour répéter toutes les phrases qui se sont toujours dites. Vous croyez vivre. Vous remâchez la vie des morts. Tu ne comprends rien à tout cela, toi, hein? Comment t'appelles-tu? Moi, Berthold. Imbécile. Comment t'appelles-tu? Vraiment? Oui? Finot. Finot? Finot Paliuca, monsieur. Vous, je sais vos noms, je vous ai tant de fois entendu vous interpeller. Toi, tu t'appelles Lolo. Oui, monsieur. Mon Dieu, mais alors... Quoi? Rien, je voulais dire... Tu voulais dire que je ne suis plus fou? Eh non. Non. Vous le voyez bien. Nous nous amusons aux dépens de ceux qui le croient. Toi, tu t'appelles Franco. Et toi, attends un peu... Momo, c'est cela. Eh bien, qu'en pensez-vous? Mon Dieu. Mais Ah alors... non, rien n'est changé. Il ne nous reste plus qu'à rire entre nous, à gorge déployée. Tu ne ris pas, toi. Tu es encore offensé. Viens. Ce n'est pas à toi que je m'adressais, tu sais, c'est à tout le monde. C'est tout le monde qui a intérêt à faire passer certains êtres pour fous, uniquement pour avoir l'excuse de les enfermer. Et sais-tu pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de les écouter. Moi, par exemple, que vais-je dire de ces gens qui viennent de partir? Que la femme est une putain, son compagnon un salaud et le médecin un imposteur. Ce n'est pas vrai, puisque personne ne veut le croire. Mais ils m'écoutent tous avec épouvante. Voilà, je voudrais bien savoir pourquoi, si ce n'est pas vrai. On ne peut pas croire ce que racontent les fous. Mais ils m'écoutent tous, effrayés. Dis-moi pourquoi, toi. Tu vois, je suis calme. Parce que peut-être, il croit que... Que c'est vrai? Que c'est vrai? Non, mon ami, sois tranquille. Rien n'est vrai. Mais regarde-moi dans les yeux. Voilà, je vous regarde. Tu vois, toi aussi, tes yeux sont remplis d'épouvante. Voilà la preuve. Mais quelle preuve? Votre désarroi. Parce qu'en ce moment, vous avez cru à nouveau que j'étais fou. Était-ce vrai ou non? Vous le voyez bien. Vous le sentez que ce désarroi peut aller jusqu'à la terreur. Jusqu'à la sensation que la terre se dérobe sous vos pieds, que l'air vous manque. Pourquoi?
Pourquoi? Par force, mes seigneurs. Parce que se trouver devant un fou, savez-vous ce que cela signifie? C'est se trouver devant quelqu'un qui ébranle jusque dans les fondations tout ce que vous avez construit en vous, autour de vous. La logique même de toutes vos constructions. Et que voulez-vous, ils construisent sans logique. Ils sont heureux, les fous. Ou bien avec une logique à eux, légère comme une plume, inconstant. Aujourd'hui comme ceci, demain, Dieu sait comment. Vous dites, cette chose ne peut pas être. Pour eux, tout peut être. Vous dites, ceci n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que cela ne semble vrai ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à 100 000 autres. Ouais, mes bons amis, il faudrait d'abord voir ce qui semble vrai à ces 100 000 autres que l'on n'appelle pas fous. Quel spectacle ils donnent de leur accord. Fine fleur de leur logique. Mais je sais qu'étant enfant, la lune dans le puits, me semblait vraie. Et combien d'autres choses encore me semblaient vraies. Je croyais à tout ce qu'on me disait. Et j'étais heureux. Malheur, oui. Malheur si vous ne vous cramponnez pas de toutes vos forces à ce qui vous semble vrai aujourd'hui, même si c'est l'opposé de ce qui vous a semblé vrai hier. Malheur si, comme moi, vous allez jusqu'au bout de cette terrible sensation qui, elle, rend véritablement fou. Se trouver auprès d'un autre être et regarder ses yeux, comme un jour j'ai regardé certains yeux. Se trouver pareil à un mendiant devant une porte qui ne s'ouvrira jamais. Celui qui entrera, ce ne sera pas vous avec votre univers particulier, mais quelqu'un d'inconnu de vous, que cet autre être, dans son univers impénétrable, a cru voir et toucher en vous. Comme il fait sombre ici. Voulez-vous que j'aille chercher la lampe? Ah oui, la lampe. Croyez-vous que j'ignore qu'à peine sorti avec ma lampe à huile pour aller me coucher, vous allumiez pour vous la lumière électrique? Ici et dans la salle du trône. Je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir. Alors voulez-vous que Non, j'aille? elle m'aveuglerait. Je veux ma lampe. Elle est prête. Parfait, parfait. De la lumière. Asseyez-vous, là, tous, autour de la table. Allons. Et prenez de belles attitudes, pleines d'aisance. Moi, ici. Il faudrait pouvoir commander à la lune un beau rayon bien décoratif. Comme elle nous sert, la lune, comme elle est utile. Souvent, je passe des heures à la regarder de ma fenêtre. Qui pourrait croire à la contempler qu'elle sait que 800 ans se sont écoulés? Et qu'assis à ma fenêtre, je ne puis vraiment être Henri IV, en train de contempler la lune. Mais regardez. Regardez ce magnifique tableau nocturne. L'empereur, entouré de ses fidèles conseillers. Ne vous plaît-il pas? Tu comprends, si on avait su plus tôt que ça n'était pas vrai. Vrai quoi donc? Oh, rien, c'est simplement que je lui disais ce matin, comme il prenait pour la première fois son service, quel dommage qu'avec ses costumes, une salle pareille, une garde-robe aussi belle... Oui, eh bien, tu disais. Mais je disais que nous ne savions pas que... Que vous représentiez pour rien, pour rire, toute cette comédie. Eh oui, nous imaginions... Nous imaginions que c'était pour de bon. Mais comment n'était-ce pas pour de bon? Mais puisque vous dites... Je dis que vous êtes des sots. Cette illusion, vous deviez l'entretenir pour vous-même et non pour m'en donner la comédie à moi et à quelques visiteurs occasionnels. Vous auriez dû la vivre tous les jours. Naturellement, même quand personne n'était là. La vivre pour toi, comprends-tu? Tu pouvais t'enfermer dans cette fiction, y manger, y dormir,
et d'y gratter le dos tout en prenez envie. Vous auriez dû vous sentir vivre vraiment dans l'histoire de ce XIe siècle à la cour de votre empereur, Henri IV, et contempler du fond de ce passé lointain où nous sommes, de ce XIe siècle si plein de couleurs et pourtant sépulcral. Contempler 800 ans plus tard les hommes du XXe siècle en train de se débattre dans l'inquiétude et dans le tourment pour savoir ce qui adviendra d'eux. Comment se dénoueront les événements qui les agitent et qui les angoissent, tandis que vous, au contraire, vous étiez bien tranquille avec moi dans l'histoire. Aussi lamentable et triste que soit ma vie, c'est déjà de l'histoire. Rien n'y peut changer. Tout y est fixé pour toujours. Et vous pouviez vous enfermer dans cette vie admirant comme les effets suivent fidèlement leur cause, en parfaite logique. Et comme les faits se déroulent, précis, cohérents dans leurs moindres détails. La joie de l'histoire, en somme, cette joie qui est si grande. Que c'est beau. Que c'est beau. Beau, mais fini. Maintenant que vous connaissez mon secret, je ne pourrai plus continuer. Ni vous non plus d'ailleurs, puisque jusqu'ici, vous n'en aviez pas saisi la raison. J'en ai la nausée à présent. Par le ciel, elle se repentira d'être venue ici. Elle s'est déguisée en belle-mère, et lui en moine. Et ils amènent avec eux un médecin, qui sait, ils espèrent peut-être me guérir. Des bouffons. Des bouffons. Des bouffons. Mais je veux me donner le plaisir d'en gifler au moins un, lui. Qui va là? Deo gracias. C'est Giovanni qui vient comme tous les soirs faire le moine. Oui, laissons-le faire. Mais pourquoi te moquer d'un pauvre vieux qui agit par affection pour moi? Tout doit être comme si c'était vrai, n'as-tu pas compris? Précisément, comme si c'était vrai. C'est à cette seule condition que la vérité n'est pas une plaisanterie. Entrez, mon père. Entrez. Tous les documents de ma vie et de mon règne qui m'étaient favorables ont été détruits de propos délibérés par mes ennemis. Seul a échappé à la destruction le récit de ma vie écrit par un pauvre père qui m'est dévoué. Et vous voudriez en rire? Entrez, mon père. Entrez. Et asseyez-vous à ma place. Là. Et la lampe tout près de vous. Et écrivez. Écrivez. Je suis prêt, Majesté. Le traité de paix lancé de Mayence servait les pauvres et les bonnes gens. Il nuisait aux méchants et aux riches. Il apportait aux premiers le bien-être, aux autres la famine et la misère.
Qui m'appelle? Arrêtez, l'expérience est inutile. Il est guéri, Frida, tu vois, il est guéri. Guéri? C'était pour rire, calme-toi. Oh non, j'ai peur, j'ai trop peur. Mais peur de quoi? Regarde-le, ce n'était pas vrai, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai, que voulez-vous dire? Il serait guéri? Il paraît. Mais oui, ces jeunes gens viennent de nous le dire. Mais oui, il est guéri depuis longtemps, il leur a tout avoué. Mais comment, puisque tout à l'heure... Il jouait la comédie pour se moquer de toi et de nous, qui en toute bonne foi étions venus... C'est possible. Il se serait moqué de sa sœur jusqu'à sa mort. Continue. Continue. Continuez, quoi donc? Ce n'est pas seulement ta sœur qui est morte. Ma sœur? Mais il s'agit de la tienne, de ma mère, que tu as obligée jusqu'à la fin se présenter devant toi comme si elle était ta mère, Agnès. N'était-elle pas ta mère? Oui, c'était ma mère, précisément ma mère. Elle est morte pour moi, vieux et lointain, ta mère. Et toi, tu viens de sauter de là, frais comme une rose. Et qu'en sais-tu si je ne l'ai pas pleuré longtemps en secret? Ainsi? Mais que dit-il? Doucement, doucement, je vous en supplie. Ce que je dis, quand je demande à tous si Agnès n'était pas la mère d'Henri IV, vous, marquise, vous devriez le savoir, il me semble. Pas moi, pas moi. Le délire le prend doucement, je vous en prie. Non, docteur, ce n'est pas le délire. Il recommence à jouer la comédie. Moi, vous avez vidé ces deux socles-là. Lui se présente devant moi en Henri IV. Finissons-en avec cette plaisanterie. Mais qui parle de plaisanterie? Ne provoquez pas, pour l'amour de Dieu. Mais ce sont eux qui l'ont dit. Eux? C'est vous qui avez parlé de plaisanterie? Mais non, nous avons simplement dit que vous étiez guéri. Ça suffit! Ne vous semble-t-il pas, marquise, que tous ces déguisements deviennent d'une puérilité insupportable? Mais taisez-vous. Qu'importe ses habits, s'il est vraiment guéri. Guéri. Guéri, oui. Oui, je suis guéri. Mais ce n'est pas pour en finir tout de suite, comme tu l'imagines. Sais-tu que depuis 20 ans, personne n'a jamais osé paraître devant moi habillé comme toi et comme ce monsieur? Oui, je le sais. D'ailleurs, ce matin, j'étais venu déguisé. Non, moine, oui. Tu m'as pris pour Pierre Damien. Je n'ai pas ri précisément parce que je croyais que... Que j'étais fou. Et tu ris à présent en la voyant vêtue de la sorte parce que je suis guéri? Tu pourrais pourtant penser qu'à présent, à mes yeux, ce costume... Vous êtes médecin? Moi, oui. Et vous l'avez habillée, elle aussi, en marquise de Toscane. Savez-vous, docteur, que vous avez risqué de refaire en un moment la nuit dans mon cerveau? Que diable? Faire ressurgir des images? Les faire parler, vivantes? Ah, c'était joliment conçu. Deux couples. Parfait, parfait, docteur. Mais parfait pour un fou. Et lui, il trouve que c'est à présent une mascarade hors de saison. Il ne me reste plus qu'à quitter ce déguisement et à m'en aller avec toi, n'est-ce pas? Avec moi, avec nous tous. Pour aller où? Au cercle. Un habit et cravate blanche? Ou chez la marquise en ta compagnie? Pour aller où tu voudras. Voudrais-tu rester ici, perpétuer seul cette malheureuse plaisanterie d'un jour de carnaval? Il est vraiment incroyable que tu aies pu faire cela après ta guérison. Oui, mais vois-tu, c'est qu'après ma chute de cheval, je suis vraiment resté fou pendant je ne sais combien de temps. Ah, voilà, voilà. Et cela a duré longtemps. Oui, longtemps, docteur. Près de 12 ans. Et de ne plus rien voir, mon cher, de tout ce qui a eu lieu depuis ce jour de carnaval. De tout ce qui est arrivé pour vous et non pour moi. Les choses comme elles ont tourné. Les amis comme ils m'ont trahi. Ma place prise par d'autres, que sais-je, par exemple, dans le cœur de la femme aimée. Qui était mort et qui était disparu. Tout cela n'a pas été une plaisanterie pour moi, comme tu l'imagines. Pardon, je ne dis pas ça, je dis après ta guérison. Ah oui, après. Un beau jour. Un cas très intéressant, docteur. Étudiez-moi. Étudiez-moi bien. Un jour, Dieu sait comment, mon mal, oui, guérit. Je rouvre les yeux peu à peu et tout d'abord, je ne sais pas si je dors ou si je veille. Mais oui, je suis éveillé. Je commence à toucher cette chose et puis cette autre. Je recommence à voir clairement. Ah, comme il le dit, quittez alors ce masque, quittez ce déguisement. Ouvrons les fenêtres,
Respirons la vie. Sortons, allons dehors. Et pour aller où? Pour faire quoi? Pour montrer à tout le monde, pour qu'on me désigne du doigt par derrière et m'appelle Henri IV. Non plus comme ici, mais bras dessus, bras dessous. Avec toi, parmi les bons amis d'autrefois. Mais non, que dis-tu? Pourquoi? Mais qui oserait? C'est inconcevable. Ça a été un si grand malheur. Et puisqu'ils me traitaient déjà tous de fous auparavant, et tu le sais, toi qui plus qu'aucun autre t'acharnais contre moi quand on essayait de me défendre. Voyons, c'était pour rire. Regarde mes cheveux. Les miens aussi ont blanchi. Oui, mais avec cette différence que les miens ont blanchi là. Là, comprends-tu? Sur la tête d'Henri IV. Je ne m'en étais pas aperçu. J'en suis resté épouvanté quand j'ai rouvert les yeux. Car j'ai compris que non seulement mes cheveux, mais que tout devait être devenu gris, que tout avait croulé, que tout était fini. Et que j'arriverais avec une faim de loup à un banquet déjà desservi. Naturellement, que veux-tu les autres? Oui, je sais, les autres ne pouvaient pas attendre ma guérison, surtout ceux qui, par derrière, avaient éperonné jusqu'au sang le cheval que je montais. Comment? Oui, traîtreusement, pour le faire ruer et me faire tomber. Mais je ne savais rien de tout cela, moi. Cela aussi, sans doute, c'était une plaisanterie. Mais qui a fait cela? Qui était derrière notre couple? Mais qu'importe. Tous ceux qui ont continué à festoyer, marquise, et qui ne m'auraient laissé que des restes d'une molle et maigre compassion, les restes de leur assiette sale, avec quelques arêtes d'or mort collées au fond. Merci. Et alors, docteur, vous voyez si le fait n'est pas vraiment nouveau dans les annales de la folie. Je préférais rester fou, trouvant ici tout prêt et préparé pour ce délice d'un nouveau genre, le délice de vivre ma folie avec la conscience la plus lucide et me venger ainsi de la brutalité d'un caillou qui m'avait heurté à la tête. Ma solitude si pauvre et si vide qui m'apparut quand je rouvris les yeux. Je voulus la parer immédiatement de toutes les couleurs, de toutes les splendeurs de ce jour de carnaval où vous, tel que vous êtes là, marquise, vous avez triomphé, faire que tout ceci devint non pas une plaisanterie, non, mais la réalité. Ici, tout n'était que masque. Et la salle du trône, et les conseillers secrets qui, bien entendu, m'ont trahi. Je voudrais bien savoir ce que vous avez gagné à révéler que j'étais guéri. Si je suis guéri, on n'aura plus besoin de vous, et vous serez congédié. Se confier à quelqu'un, voilà le vrai signe de la folie. Mais je vous accuse à mon tour. Vous ne savez pas, et croyez pouvoir continuer cette plaisanterie et la poursuivre avec moi à vos dépens. Tu entends, ce n'est pas mal. Oui, il faut leur pardonner. Ce costume qui pour moi est la caricature évidente et volontaire de cette autre mascarade quotidienne dont vous êtes à toutes les minutes les pantins involontaires. Ce costume, leur costume, ils ne le confondent pas encore avec leur personne même. Tu sais, on en prend facilement l'habitude et on parcourt une salle de ce genre en vrai personnage de tragédie. Docteur, je me souviens d'un prêtre. Il était certainement irlandais, admirablement beau. Il dormait au soleil, dans un jardin public, les bras appuyés au dossier d'un banc, plongé dans les délices dorées de cet après-midi qui, pour lui, homme du Nord, devait paraître presque estival. On pouvait être sûr qu'à cet instant-là, il ne savait plus qu'il était prêtre, ni où il était. Il rêvait. À quoi? Dieu le sait. Passe alors un gamin qui avait arraché une fleur avec toute sa tige. En passant,
Il chatouille le cou du prêtre endormi. Je vis cet homme ouvrir des yeux rieurs et toute sa bouche riait du rire heureux de son rêve. Il avait tout oublié. Mais en un clin d'œil, je vous assure, il reprit la raideur exigée par sa robe ecclésiastique. Car les prêtres irlandais défendent le sérieux de leur foi catholique avec le même zèle que je défends, moi, les droits sacro-saints de la monarchie héréditaire. Je suis guéri, docteur, parce que je sais parfaitement que je fais le fou ici, et je le fais dans le calme le plus complet. Le malheur pour vous, docteur, c'est que vous vivez votre folie dans l'agitation, dans l'inquiétude, sans la connaître, et même, docteur, sans la voir. Nous y voilà, conclusion. Maintenant, c'est nous qui sommes les fous. Si vous n'étiez pas fou, elle et toi, seriez-vous venu chez moi? À te dire vrai, j'y suis venu en pensant que le fou, c'était toi. Et elle? Ah, elle. Je ne sais pas. Elle a l'air ensorcelée par tout ce que tu dis. Fascinée par ta folie consciente. Habillée comme vous l'êtes, Marquise, vous pourriez peut-être demeurer ici pour la vivre, cette folie. Vous êtes un insolent. Ne faites pas attention à ce qu'il dit, n'y faites pas attention. Il continue ses provocations. Et pourtant, le docteur l'a averti de ne pas me provoquer. Mais pourquoi veux-tu que je sois encore troublé par ce qui est advenu entre nous? Par le rôle que tu as joué dans mes malheurs avec elle? Par le rôle qu'il joue dans votre vie? Ma vie est ici. Ce n'est pas la vôtre. La vôtre qui vous a vieilli. Je ne l'ai pas connue. C'était cela que vous vouliez me dire, me prouver par votre sacrifice en vous habillant comme vous l'avez fait, sur le conseil du docteur. Ah, c'était joliment conçu, docteur. Oui, je vous l'ai déjà dit. Ce que nous étions alors et ce que nous sommes devenus. Mais je ne suis pas un fou selon les règles, docteur. Je sais bien que celui-ci ne peut pas être moi, parce que Henri IV, c'est moi. Moi, ici, depuis 20 ans, immuable sous ce masque éternel. Ces 20 ans, elle les a vécus pour devenir, regardez, méconnaissable à mes yeux. Je ne puis plus la reconnaître, car moi, je la vois toujours ainsi. Pour moi, elle est toujours ainsi. Vous n'êtes que des enfants que je pourrais épouvanter. Et toi, mon enfant, tu t'es vraiment épouvanté de cette plaisanterie qu'il t'avait persuadé de faire, sans comprendre que pour moi, elle ne pouvait pas être la plaisanterie qu'il croyait, mais ce terrible prodige, mon rêve, qui vit en toi plus que jamais. Tu étais une image. Ils ont fait de toi un être vivant. Tu es à moi, de droit. Retenez-les, je vous ordonne de les retenir. Laisse-la, tu n'es pas fou. Je ne suis pas fou. Tiens, voilà pour toi. Ah! Tu es blessé. Je vous avais prévenu. Oh mon Dieu, il est fou. Tu n'es pas fou. Il n'est pas fou. Il n'est pas... Ah! Si,
Maintenant, par force. Nous resterons ici, ensemble ici, ici, ensemble, et pour toujours.